parler de mes dernières lectures. Et en l'occurrence, il y aura la moitié fin 2025 et l'autre moitié tout début 2026. Ça sera pas forcément dans l'ordre de lecture, je m'en excuse, je sais plus trop dans quel ordre je les ai lus, mais comme je vous ai dit, j'ai fait une pile fin 2025 et une pile 2026, donc on va partir dans cet ordre-là. Donc, j'ai lu Stardust Family, le tome 1 et le tome 2, et comme c'est une biologie, ça veut dire que c'est fini. Je n'aurai pas une autre saga à rallonge à me rajouter. On est sur l'histoire de notre monde. Il y a eu une météorite, et depuis que cette météorite est là, eh bien, il y a, comment dire... Le monde qui a légèrement changé, les enfants ne sont plus considérés comme quelque chose entre guillemets de banal, c'est quelque chose de précieux au niveau des nations. Donc ce qui se passe, c'est qu'il faut un permis pour pouvoir avoir des enfants, pour pas que les enfants soient maltraités par des parents qui ne savent pas s'en occuper ou qui n'ont financièrement pas les capacités. Donc du coup, il y a des mini-examinateurs comme ceux-ci qui vont voir les parents, qui passent quelques jours avec eux et qui vont voir du coup s'ils sont aptes ou pas à devenir parents et s'ils n'ont pas le permis d'être parents. Dans cette société, ça veut dire qu'ils sont louches et donc potentiellement on ne leur fait pas de prêt par exemple pour acheter de maison ou on ne leur donne pas des promotions s'ils n'ont pas le permis d'être parents. Donc vous voyez, c'est quand même un régime un petit peu bizarre. Et donc on va suivre ce jeune examinateur qui est, je sais plus c'est quoi son nom, Ika quelque chose. Ikari, voilà, et qui du coup va dans plusieurs familles et on va découvrir à la fois l'histoire de la famille dans laquelle là il va et à la fois son histoire à lui. C'est assez dur, franchement. C'est pas quelque chose de cocooning et tout, doudou. Il y a à la fois des travers de la société qui sont dénoncés, mais en même temps, la dérive d'avoir un permis, justement, c'est que selon quels critères on peut avoir des enfants, qu'est-ce qui légitime un bon foyer ou pas par rapport à d'autres critères. Enfin, je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais voilà, on peut très bien avoir plein d'argent et être une personne ignoble. Et on peut très bien avoir très peu de moyens et être des personnes qui sont capables d'élever très bien des enfants. Vous voyez, les normes selon les personnes ne sont pas toujours les mêmes. Et là, ça en parle très bien. Du coup, j'ai bien aimé, mais c'est quand même quelque chose qui est assez hard d'ailleurs. Ensuite, j'ai avancé dans une série, ça faisait très longtemps que j'avais pas du tout avancé dans celle-ci, depuis la médiathèque, je crois bien, donc au moins 2 ans. Et je m'y suis remis parce que j'ai vu qu'ils avaient réussi à avoir la suite. Donc, Kami-sama School, le tome 6 et le tome 7. On est dans un monde où il existe ce qu'on appelle des Kami, ce sont en fait des humains mais avec des dons, et donc on les considère comme des dieux. Et là, en l'occurrence, on a une école pour pouvoir potentiellement devenir un Kami. Et on a une jeune fille qui a un frère jumeau qui a des pouvoirs, mais elle n'a pas de pouvoir. Donc voilà, pas qu'elle s'en fout, mais elle vit sa vie. Jusqu'au jour où elle va tomber sur quelqu'un qui va lui dire que si, elle a des pouvoirs et elle va devoir aller dans cette école de Dieu, enfin de personnes avec des pouvoirs surnaturels, sauf qu'elle n'en a pas de pouvoirs surnaturels, et pourtant on lui dit que si, elle en a, et donc elle comprend pas parce que elle va devoir passer des épreuves et tout comme les autres, alors que les autres sont super forts, ont de la rapidité, des pouvoirs des télékinésie, pardon, et tout, et elle est là en mode, oui, mais pour eux c'est facile, mais pour moi c'est pas la même, donc voilà. Et on va suivre du coup toutes les intrigues qu'il y a autour d'elle, quels sont ses véritables pouvoirs, parce qu'on va bien s'en rendre compte, nous, de notre point de vue, qu'elle en a, mais elle ne comprend pas c'est quoi son pouvoir, alors que, enfin, moi j'ai capté assez rapidement c'est quoi son pouvoir, et du coup elle va avoir un maître, un mentor qui va justement essayer de la protéger, et j'ai un peu peur qu'il y ait une romance entre les deux. Bon, il n'y a pas un si gros écart d'âge quand même, mais un petit peu, et voilà, on s'en va tout doucement vers une romance comme ça, mon prof-élève, à voir ce que ça va donner, parce qu'il y a aussi un autre élève qui potentiellement pourrait être un love interest, même s'il est un peu grumpy. Donc à voir ce que ça va donner, mais pour le moment j'aime beaucoup ce que je lis. Dans la suite de ce que j'ai emprunté à la médiathèque, et en même temps finir les sagas, tadam, je continue donc dans Shirayuki aux cheveux rouges. J'ai lu le tome 24, le tome 23, le tome 25 et le tome 26. Donc wouh, on avance grave. Shirayuki aux cheveux rouges, on est sur l'histoire de cette jeune fille que justement il y a les cheveux rouges, et dans cet univers avoir le cheveu rouge c'est assez particulier. Alors je sais plus si c'est que ça porte malheur ou que ça porte bonheur, mais bref, c'est un signe assez distinctif, et donc elle va croiser un jour la route de ce jeune homme qui est le prince cadet, le prince héritier est déjà sur le trône, donc ça c'est son petit frère, c'est le second prince, et eh bien ils vont se lier d'amitié à cause de certaines épreuves et tout, et cette jeune fille est très douée en tout ce qui est médecine, herbologisterie, apothicaire et tout ça, donc elle va suivre cette formation-là. Et lui, il va être un peu sur ses intrigues politiques. Et c'est pour ça que dans cet homme, à chaque fois, je suis assez mitigée, parce que selon le sujet dont on parle, c'est pas forcément les tomes qui m'intéressent le plus. Et là, je vous avoue que maintenant qu'on dit ça,
je sais plus quel tome parle de quoi, mais je crois que dans celui-là, justement, on est dans tout ce qui est apothicaire et je dirais pas que je me suis grave fait chier, parce qu'on est un petit peu moins dans tout ce qui est apothicaire, mais un petit peu plus tout ce qui est intrigue tout autour. Et je vous avoue que ça m'intéressait un petit peu plus au niveau des intrigues, voilà. Donc ça, pour celui-ci, c'était ok. Pour celui-ci, on était toujours dans les intrigues politiques et des petites rumeurs et tout, des complots, donc c'était plutôt pas mal, j'ai bien apprécié. Dans celui-ci, qu'est-ce qu'on avait déjà? Ah oui, on a Mitsude que j'ai envie de frapper. Voilà, parce que si vous m'avez suivi dans mes aventures, Mitsude, ben, il a fait de la crotte. Et donc, du coup, ben, ça n'avance pas du tout dans le bon sens que je voudrais. Puisque, en fait, le gars qui est là, justement, le protagoniste, le prince cadet, il a 2 aidants, donc 2 chevaliers des gardes du corps, si je puis dire. Et c'était un homme et une femme. Et ces deux-là, eh bien, on les chipe ensemble obligatoirement, surtout que elle justement refuse toutes les demandes en mariage qu'on peut lui donner parce qu'elle fait partie de la noblesse. Et tout le monde est en mode pourquoi? Et dans les précédents tomes, justement, tous ces précédents prétendants commencent à avoir de graves accidents. Donc tout le monde se dit c'est Mitsude qui essaye de faire en sorte que justement il n'y ait pas de prétendant. Et finalement, elle va lui dire si tu refuses tout le monde, c'est parce que je t'attends toi. Et lui, il est en mode ah ouais, ben non, désolé, je t'adore, je t'aime bien, mais moi, en gros, je vais donner ma vie pour le prince. Je ne veux pas de femme et d'enfant, donc non. Et toi, t'es en mode ah, je vous jure, j'avais envie de le frapper, Mitsude. Et du coup, ben, vu qu'il y a plein d'autres intrigues politiques, il y a un autre personnage secondaire qu'on ne voit pas trop, mais voilà, qui est là. Comment il s'appelle, lui, je sais plus. Qui va finir justement par la demander en mariage pour résoudre cette intrigue. Qui c'est qui s'en prend à tous ses prétendants et tout. Et il va dire, ben écoute, fiançons-nous, vu qu'ils viennent tous les deux de lignées nobles. Et ben là, dans ce tome-là, justement, on commence à avoir un petit rapprochement. Ce n'est plus du fake dating. On est vraiment sur un mode, bah écoute, vu que Mitsude m'a dit non, pourquoi pas, on pourrait se marier en fait, vu que je t'apprécie bien. Et voilà. Et sauf que lui, on voit qu'en fait, s'il a demandé un mariage, c'est qu'il y a vraiment des sentiments derrière. Et je pense que la meuf va petit à petit se rendre compte que il est vraiment attaché à elle. Et voilà, on va avoir finalement une romance entre les deux. Mais je suis dégoûtée parce que Mitsude, quoi, merde. Ok, con celui-là. Et justement, même le prince, à un moment, il lui dit en mode, mais tu te rends compte que si elle se... Isame, voilà. Si elle se marie vraiment avec Isame, tu ne pourras pas revenir en arrière, en fait. Et lui, il est en mode, mais non, bouge-toi le cul. Je suis énervée, là. Mais bon, d'un côté, Isame est chou, parce que je le vois bien dans sa manière de faire et tout, voilà. Mais d'un autre côté, je suis en mode, j'aurais tellement plus kiffé qu'elle soit avec Mitsude, mais bon, ça a l'air... Ça prend pas ce chemin-là du tout. Et puis sinon, les deux personnages principaux, il y a des petits rapprochements, des petites touches museaux de temps en temps et tout, l'intrigue continue à avancer pour les deux. Chacun de leur côté, elle devient de plus en plus bonne, tout ce qui est apothicaire, remède, pharmacie, tout ça. Et lui, il résout ses intrigues politiques aussi pour pouvoir devenir seigneur d'un domaine dans leur royaume, bref. Voilà, et eux, ils sont mignons tous les deux. Mais j'avoue que... merde. J'ai continué plein d'autres sagas, mais cette fois-ci que j'ai pas pris en médiathèque, mais que j'ai moi-même acheté. Donc j'ai lu Nina du Royaume aux Étoiles, le tome 16, donc le tout dernier qui vient de sortir. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui est dans un monde où il y a ce qu'on appelle le peuple des étoiles. Ce sont des personnes qui auraient visiblement des dons et ces caractéristiques, c'est qu'ils ont pas mal les yeux bleus et Fortuna, pardon, le royaume où elle vit, la princesse a les yeux bleus et donc du coup elle va devenir une prêtresse, nanani nanana, jusqu'au jour où elle va décéder et au lieu de le dire à tout le monde, le prince qui est juste là, qui est Azur, eh bien, va cacher le fait qu'elle soit décédée, va récupérer cette jeune orpheline qui a les yeux bleus et va essayer de la faire passer pour la princesse qu'il doit envoyer à Galaga, je crois que c'est ça le nom, qui est un royaume concurrent qui va absolument les envahir. Et en faisant ce mariage entre la princesse et le prince Seth, qui est juste là, le blond, il se dit, ben, au moins, on évitera la guerre. Sauf que le souci, évidemment, c'est que pendant qu'il forme notre jeune héroïne Nina à devenir la princesse, eh bien, il y a des sentiments amoureux qui vont naître entre eux. Mais c'est pas sa sœur, donc voilà, ça pose pas les mêmes problèmes. Mais elle va décider de faire passer son devoir avant justement ses sentiments pour lui aussi. Et du coup, elle va quand même aller à Galaga et rencontrer Seth et se rendre compte que ce type est un prince psychopathe au possible. Mais un triangle amoureux va naître entre les deux justement parce que
Là où elle avait besoin de Seth pour devenir plus forte, pour devenir la princesse, là elle se rend bien compte que c'est Seth qui est fort, qui est badass et tout, mais c'est vraiment un colosse au pied d'argile, puisqu'il a eu une enfance déplorable, et donc du coup s'il se montre aussi rigide et psychopathe et tout, c'est qu'il y a une grosse carence, il a un besoin d'amour énorme, et donc du coup, voilà, vous voyez, dans le triangle amoureux, les balances ne sont pas équilibrées, et donc c'est ce qui va se passer. On va avoir ces deux hommes qui vont petit à petit tomber amoureux d'elle, et elle qui va être au milieu. Voilà, pendant toute la saga, on est en mode et là, j'avoue que pour moi, au début, j'étais team Azur pendant, je sais pas, peut-être les 2 ou 3 premiers tomes, mais il a fait quelque chose dans le, je sais plus, le tome 9 ou 10, qui pour moi est impardonnable, et du coup, son penchant un peu plus pour Seth, je trouve, est un peu plus prononcé, mais pas assez à mon goût. Parce que vraiment, Seth, c'est le psychopathe par excellence, c'est l'homme capable, c'est le anti-héros en mode il brûlera le monde entier pour elle, voilà. On est sur ce type de mec, donc voilà, j'aime bien, on va pas se mentir, il a quelque chose, il a un petit bout de mon cœur, même si au début c'était très difficile entre lui et moi. Maintenant c'est oui, 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 oui. Donc j'ai hâte de voir où ça va aller. Là, on est vraiment parti sur un peu plus la mythologie, justement, le peuple des étoiles, comprendre d'où ça vient, les mythes au niveau des déesses, des dieux et tout. Et là, visiblement, on voit un peu plus les manipulations et qui tire les ficelles. C'est plutôt pas mal, mais moi, c'est le love que je veux voir avancer. En parlant de love qui avance, c'est le dernier tome de Arte, le tome 21. Et je suis méchante. Quand j'ai fini ce tome-là, j'ai cru que j'allais envoyer un MP à l'autrice ou l'auteur et m'énerver beaucoup fort en fait. Parce que on est sur l'histoire de cette jeune fille, on est je sais plus quelle époque, mais on est peut-être bien à la Renaissance. Une fille de la noblesse qui du coup est élevée pour devenir une future épouse et une future mère, mais elle sait absolument pas ce qu'elle veut faire, elle aime dessiner, elle aime peindre, elle veut devenir justement artiste peintre, et sauf que le rôle d'une femme à cette époque, c'est évidemment pas ça. Elle va tout faire pour réussir à être prise dans un atelier, et donc l'atelier de Léo va finalement l'accepter, puisqu'en fait c'est un tout petit atelier où il est tout seul de base, il n'a pas forcément d'apprenti et tout ça, mais il va voir la détermination de cette jeune femme, et il va se reconnaître en elle, que lui, pareil, ne vient pas d'une famille de nobles, mais vient très clairement était mendiant, et il a quand même réussi à monter son propre atelier, donc il se dit, si moi j'ai pu le faire en tant que mendiant, c'est pas parce qu'elle c'est une femme qu'elle ne peut pas y arriver, en fait, ça va dépendre juste de ses capacités et sa détermination. Donc les deux vont s'entraider l'un et l'autre. Donc on va avoir une très belle relation comme ça qui va se construire mentor-élève pendant plusieurs tomes, jusqu'à ce qu'on est quand même sur un truc assez historique, donc il va y avoir justement des guerres un petit peu entre différents rois et différents royaumes, et donc ça va les séparer, et on a plusieurs tomes où ils sont séparés justement, et ça c'est commun après, au bout de 8 ans voilà, de séparation, elle va revenir dans la ville pour voir s'il est vivant ou pas, parce qu'elle, au cours de circonstances, n'est plus dans cette ville, elle a dû partir pour des raisons politiques et tout, bref. Elle va revenir pour voir s'il est toujours vivant, s'il n'a pas succombé à la peste, et s'il est là, et ce qu'il veut toujours bien d'elle. Et toi, t'as attendu pendant, je sais plus, au moins 5 ou 6 tomes qu'ils se retrouvent. Là, ils se retrouvent enfin, et t'as genre un chapitre sur les retrouvailles. Basta! Non! Et l'épilogue, d'un point de vue d'un potin inconnu, qui vient te dire « Oh, c'est bizarre, moi je voudrais devenir l'apprenti de elle, mais on me l'a décrit comme une fille un petit peu faux-folle, qui court après les cochons, nanani, nanana, bref. Voilà. Il a traversé l'Europe entière, parce que c'est une artiste de renom maintenant. Et t'as un mini-épilogue avec une putain d'illustration en mode « Bah, ils finir heureux. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on a. Ah, je suis frustrée, mais vous ne pouvez pas savoir en fait. Parce que voilà, ça a pris 21 tomes. Bon, ils ont fini ensemble, ok, mais on n'a pas vu la relation en fait. Enfin, on a vu la relation se construire maître-élève, comment justement petit à petit, elle après, elle ne l'a plus vu comme un maître, mais comme un homme, et lui, il a difficilement, mais aussi réussi à finir par la voir comme une femme, mais elle est partie à ce moment-là en fait, donc il ne s'est rien passé. Et quand elle revient, on n'a même pas le temps de les voir se mettre ensemble, qu'on part sur un autre point de vue, je suis énervée, voilà. Et on a juste une feuille fin qui dit Maître Léo, Maître Arte. Enfin, Maîtresse Arte. Donc voilà, ils sont tous les deux maîtres, ils travaillent ensemble, ils sont mariés, très bien, mais... moi je veux les voir ensemble. Donc je suis chafouin. Je continue du coup avec mes suites de saga. J'ai lu La Gardienne des Concubines, le tome 5. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui va être
va faire un mariage arrangé avec ce jeune homme, qui même là, il est en femme. Parce que en fait, il y a un empereur qui a un harem, on est dans un Japon un peu féodal, et il a un bras droit, mais ce bras droit, c'est un peu son bouffon, on va dire. Il lui fait faire un peu tout ce qu'il veut et n'importe quoi. Donc là, il a décidé que son bras droit allait se marier à cette jeune femme et que cette jeune femme, en se mariant à son bras droit, un peu son ministre, eh bien, allait avoir un titre, la gardienne des concubines. Donc c'est elle qui allait justement gérer son harem, aussi bien ses maîtresses que ses épouses, et tout, et tout, et tout. Donc du coup, c'est ce qu'elle va faire. Elle va gérer tout ça en même temps que d'essayer de rencontrer son mari et de voir comment ça va se passer entre les deux. J'aime beaucoup, on est un peu dans une même vibe que les carnets de l'apothicaire. Le souci pour moi, c'est que justement, donc on a pas mal d'intrigues politiques et tout, j'adore ça. Mais je ne vois pas assez la relation se faire avec son compagnon, enfin pas son compagnon, son mari du coup, qui dans les premiers tomes était très green flag pour moi, il était très chouette et tout, il n'y avait pas de souci. Mais je trouve que là, il est beaucoup trop effacé. Je ne vois pas assez leur relation à eux deux évoluer et du coup, ça me manque un peu. Là, j'aimerais. Ok, les intrigues politiques, elles sont hyper intéressantes, justement. On voit chaque épouse, comment l'empereur se comporte, comment tous les complots et tout, elle essaye petit à petit de les déjouer. Il n'y a pas de souci. Mais je veux plus de love, ok? Donnez-moi un peu justement de la relation entre elle et lui, que ça avance. En parlant de relation qui avance, Oni Lemon Soda, le tome 12. Donc on est sur un shoujo, une jeune fille qui s'est fait énormément harceler quand elle était au collège. Et donc quand son choix de lycée va arriver, elle va pas trop savoir quoi faire, si elle doit aller dans un truc plutôt élitiste où elle se fera pas harceler, ou plutôt dans un truc moins élitiste mais potentiellement où le harcèlement pourrait recommencer, jusqu'au jour où elle va tomber dans la rue sur ce jeune homme qui est l'archétype du bad boy hyper stylé, cheveux décolorés et tout, enfin bref, et qui va lui dire que le surnom que ses harceleurs lui donnent est réel, elle est une pierre. Une pierre, ça peut être très bien un diamant qu'il faut apprendre à tailler brut en fait. Qu'il faut apprendre à tailler parce que ça peut être une pierre brute. Bref, vous avez compris le métaphore qu'il a fait, très joli, très poétique. Et donc du coup, ça l'a décidé, elle va aller dans le même lycée que lui. Ils vont se retrouver dans ce lycée et évidemment, il va la prendre sous son aile, un peu en mode mentor, et il va essayer justement de la faire devenir la femme que elle souhaite devenir. Et donc, c'est une relation qui est très choupie. On va avoir justement au bout d'un moment une romance qui va s'installer entre les deux. Et ça avance, c'est très chouette, c'est très mimes. Moi, j'adore. Et là, on a un rival qui arrive. Et ce que j'adore dans cette relation, justement, c'est que beaucoup considèrent le personnage Kay comme un gars assez, justement, il l'appelle frigomane, assez froid et tout. Et même quand elle fait, elle se pimpe, nanani, nanana, elle est en mode, qu'est-ce que tu en penses? Et lui, il ne réagit pas en mode, bah, les gens prennent ça un peu pour de la différence, alors qu'au final, dans ce tome-là, elle va comprendre, c'est pas de l'indifférence en fait, c'est que il part du principe que elle doit, elle, être contente de se pimper. C'est pas pour lui, voilà, c'est pas pour lui qu'elle doit le faire, c'est pour elle. Et à un moment justement, il y a ce message qui, je trouve, est très bien et qui fait que pour moi, ce type, même s'il a des allures de red flag, pour moi, il en est un green, parce qu'en fait, il lui fait comprendre que elle ne doit pas faire ces choses-là pour lui faire plaisir, elle doit faire ce qu'elle a envie de faire. Et lui, c'est pareil. S'il veut faire des choses avec elle qui ne lui plaisent pas, c'est lui que ça regarde, parce que s'il veut les faire avec elle pour les rendre heureuses, c'est lui que ça regarde en fait. Et elle n'a pas à s'interdire des choses pour lui. Et à l'inverse, lui aussi, il n'a pas à s'obliger de faire des choses pour elle. S'il fait des choses pour elle, c'est parce qu'il en a envie. Et elle n'a pas... Enfin, vous voyez, je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est une relation que je trouve justement très saine. Et elle a du mal au début parce qu'elle ne sait pas trop comment se mettre par rapport à ça. Et finalement, elle finit par comprendre son prisme et se dire, en fait, il a peut-être raison. Si j'ai envie de m'habiller comme ci, je m'habille comme ça. Et j'ai pas à lui demander s'il valide ou pas ma tenue, vous voyez. Et donc du coup, je suis très contente parce que plus ça va et plus c'est une flag. Par contre, on arrive sur la fin avec un petit rival qui va arriver et qui va dire ben moi aussi elle m'intéresse cette meuf, ok? Et là, j'ai un peu peur qu'on tombe sur un Kay qui de base était green flag et qui va arriver un peu en mode non, non, j'ai pas mis 12 tomes à faire en sorte qu'elle soit indépendante, qu'elle soit machin pour qu'elle se casse. Donc voilà, j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner avec le rival, parce qu'on est un peu justement sur les opposés. Lui, c'est le bad boy, nanani, nanana, alors que l'autre, au contraire, c'est censé être le beau gosse. Je sais plus comment ils disent ça. Ah oui, ils disent lui, c'est le chat sauvage et l'autre, c'est le chien domestique. En mode, oui, il y en a un qui est gentil et doux et lui, il est pas sympa. J'aime bien et j'ai très hâte de lire la suite. J'ai continué évidemment ma saga Minato Konondori, le tome 5, et
Enfin, c'est pas le dernier tome, hein, mais j'ai très hâte de voir le 6 parce que cette fin ne me va pas du tout en fait. Je suis très chafouin, très chafouin. Donc on est sur une romance MM, donc du coup entre deux hommes, avec un gros age gap, puisque là le brun, on est sur un lycéen, donc fin d'année, hein, je crois qu'il a 17 ans, et lui le gars châtain, on est sur un jeune homme d'une trentaine d'années qui tient une laverie automatique, et en fait le gamin est amoureux de lui depuis très longtemps. Je sais plus si c'est 5 ou 7 ans, mais il y a eu une première échange quand lui était petit, et depuis en fait il observe de loin et il tombe réellement amoureux depuis qu'il est tout petit. Mais là il a fini par se déclarer quand il avait 17 ans, sauf que l'autre il en a 30 et il est en mode écoute, t'es bien gentil gamin, mais non, ça va pas être possible. Les crushs du lycéen, je les connais, j'ai moi-même eu un crush quand j'étais jeune sur un de mes profs, non. Et donc, on a une espèce d'amitié qui se passe entre eux, sauf que c'est pas vraiment une amitié, puisqu'en fait, t'as le gamin qui passe son temps à lui faire des déclarations d'amour et le trentenaire qui est toujours en train de lui mettre des stops. Et du coup, c'est chouette, parce qu'on a un age gap, mais quand même un age gap qui respecte le fait que c'est quand même pas anodin, cette différence d'âge. Et là, le souci à la fin, c'est justement que le jeune homme, le jeune lycéen, dépasse les limites du consentement. Et même lui, il s'en rend compte. Donc, du coup, il s'excuse et il est en mode pardon, nanani, nanana, et l'autre l'envoie chier très clairement en lui disant ben non, en fait, ça va se passer comme ça. C'est pas parce que toi, tu es amoureux de moi que tu dois m'imposer les choses au point voilà, de l'agresser. Et donc là, on part sur une fin qui est assez lourde. Je sais pas sur quoi on va rebondir au niveau du du prochain tome. Voilà, ça risque d'être compliqué, dirons-nous. Mais j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner parce que, voilà, même lui, à la fin, vous voyez, il se rend compte, il dit « J'ai totalement déconné. » Ah, que oui, que t'as déconné, mec. Ah oui. Donc, voilà, je veux le suivant pour voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai pris ça à la médiathèque parce que je sais que c'est une adaptation d'un roman qui avait fait fureur et je m'étais dit flemme de me taper le gros bouquin, il est sorti en BD, donc très bien, je vais le lire. Oh, je me dis heureusement parce que vu la densité de la chose alors que c'est une BD, je me dis mon Dieu, heureusement que je ne l'ai pas lu en roman parce que je crois que j'y aurais passé des plombes. On est sur l'histoire, c'est de l'anthropomorphisme, très clairement. Hein. On est sur des lapins et le frère du lapin qu'on suit, du héros, a des espèces de prémonitions. Et donc il prévoit que le terrier dans lequel ils sont, eh bien, va se faire détruire tout simplement. Donc il faut partir. Personne ne veut l'écouter dans le terrier, tout le monde dit que c'est n'importe quoi, personne n'a des visions, nanani, nanana, sauf que lui décide d'écouter son petit frère et de partir, d'avertir les gens, et il y en a quelques-uns qui vont accepter de venir avec lui, mais très peu. Et ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, les hommes vont débarquer et vont détruire le terrier, donc ils vont bien se rendre compte que les prémonitions du petit frère étaient vraies. Et donc on va suivre justement tout leur périple pour se trouver un nouvel endroit et faire leur nouvelle colonie de lapins. Mais les gars, moi je pensais qu'on allait être sur quelque chose de plutôt, voilà, de plutôt mignon. On est sur des lapins qui partent un peu de leur comté. Mais je m'attendais pas, je pensais pas qu'on allait aller au Mordor, affronter des méchants lapins et avoir des morts et tout. J'étais pas prête à ça, moi, les gars. J'étais pas prête. Là, franchement, on a le Seigneur des Anneaux version lapin. Hein. J'étais horrifiée. Bon, après, je suis horrifiée, oui et non, parce que c'est très bien fait, justement, quand ils vont devoir affronter les rails du chemin de fer, les routes, c'est pareil, la nuit avec les lumières et tout, ou même la relation qu'ils ont avec d'autres espèces, avec les oiseaux, qui sont surtout les rapaces et tout, avec les rats, comment ils s'entendent pas trop, parce que justement, les deux sont des proies, donc ils se disent, si lui va se faire manger, moi je me fais pas manger, donc autant laisser lui se faire manger à ma place, vous voyez, enfin bref, il y a tout plein de messages hyper... Waouh, j'ai adoré cette lecture, même si je m'attendais pas à ça du tout, parce que justement c'était une de mes dernières lectures 2025, et je me suis dit, allez, je me suis mise sur une petite BD choupi avec des lapins. Non, ce n'est pas une BD choupi avec des lapins. On perd des personnages. J'ai failli pleurer, hein, je vous raconte pas le délire. On s'attache énormément à ces lapins, à ces histoires. Il y en a même... Enfin bref, je sais pas comment vous expliquer ça, mais
C'est quand même une histoire assez poignante, assez dure, et la fin... Oh, la fin, les gars. J'ai pas versé de ma petite larme, mais on n'était pas loin quand même. Hein. Donc voilà, je suis très contente d'avoir fait ces découvertes, et je sais pas si elle sera dans mon top 2025, mais presque. Ah oui, et on a un petit glossaire aussi, parce que justement, pour parler des lapins, dans le langage lapin, il y a plein de petits mots qui existent pour parler de tout et de rien. Par exemple, les humains, on ne s'appelle pas des humains, je sais plus c'est quoi le nom qu'ils donnent, mais bref. euh, voilà, on a un petit lexique qui est très chouette, mais qui je trouve n'est pas assez approfondi, parce qu'il y a 2 ou 3 fois où il y a eu des mots justement que je ne comprenais pas, et je suis allée voir et j'ai pas trouvé la signification. Donc par contre, il y a des mots qui sont et que je n'ai jamais vus. Donc alors d'un côté, j'ai trouvé ça très bien, parce que ça a aidé, surtout au début quand on n'a pas le lexique, voilà. Et au final, après, une fois que tu as entendu plusieurs fois les mots, tu comprends vite ce que ça veut dire. Il n'y en a pas 36 000 non plus. Mais voilà, franchement, j'ai adoré. Et je la recommande. Si vous voulez un Seigneur des Anneaux version lapin, allez-y, foncez, c'est génial. La première lecture en 2026, j'ai commencé avec la ferme des sapins de Noël, parce que, vous allez le voir d'ailleurs, le thème est assez récurrent. Je me suis dit, allez, première semaine, on se fait toutes les romances de Noël que je n'ai pas fini cette année, et comme ça, eh bien, je serai à jour pour l'année prochaine, je pourrai m'acheter des nouvelles romances de Noël et ne plus en avoir dans ma palle qui date de l'année dernière. Donc c'est que je fais. La ferme des sapins de Noël, on est sur le tome 3 de Dream Harbor, le Pumpkin Spice Café et la librairie du Seminole Rolls. Donc, je crois que c'est ça le titre exact. Pour le 1 et pour le 2, on est ici sur un Grumpy Sunshine, sur une jeune femme qui a acheté une ferme de sapins de Noël, alors qu'elle ne s'y connaît absolument pas et qu'elle n'aime pas ni le froid, ni Noël, ni les sapins, mais c'est juste que en fait, Kira a une jumelle, et que sa jumelle est partie au Danemark avec son futur mari, et du coup, elle se retrouve désabusée, puisque c'est une jeune femme qui vient du sud et qui a toujours été privilégiée, qui n'a jamais manqué de rien, et qui se dit, ben, pour une fois que je vais me retrouver toute seule, justement, sans la fortune de mes parents et sans ma sœur jumelle, eh bien je vais essayer de construire quelque chose par moi-même. Et donc voilà, elle va reprendre cette ferme qu'elle est censée retaper et tout. Elle l'a vu sur plein de Pinterest, Instagram et tout, TikTok. Il y en a plein qui le font, donc elle se dit, pourquoi pas moi? Et donc c'est ce qu'elle va faire avec ses économies. Elle va débarquer dans Dream Harbor, sauf qu'elle ne s'attendait absolument pas à ce que la réalité allait être. Et vu qu'elle est quelqu'un de assez casanier, elle ne s'attendait absolument pas aussi à ce que tout le village de Dream Harbor, qui c'est un small town, vienne régulièrement pour interagir avec elle. Et donc pendant 3 mois, elle va se montrer exécrable et ermite au possible pour faire fuir les gens. C'est ce qui va se passer jusqu'à ce que la protagoniste du tome 1 invite son frère à venir passer les fêtes de fin d'année avec elle, et que Bennett, du coup, qui n'est pas une personne de Dream Harbor, va être engagé par le conseil municipal pour justement aller voir Kira et voir si elle compte rouvrir ou pas cette ferme de sapins, puisque Noël approche, et les gens aimeraient bien acheter leurs sapins chez elle et tout. Bref, voilà, de voir ce qu'il en est. Et donc c'est ce qui va se passer. Il va aller dans cette ferme, parce qu'en plus il y a une histoire de potentiellement que l'ancien propriétaire aurait tué sa femme, et donc il y aurait potentiellement le cadavre de sa femme dans la ferme et tout, donc ils aimeraient que ce soit Bennett qui trouve le cadavre et non pas Kira. Bref, donc on va suivre ces 2 personnes. Et Bennett, c'est un type trop golden retriever en fait. Il a le syndrome justement un peu du boy scout, le syndrome du comment on dit, du sauveur en fait. À chaque fois, dans toutes ses anciennes relations, justement, il a tellement aidé les femmes qu'en fait, une fois qu'elles allaient bien, il partait, parce que il était vraiment là pour ça, pour s'occuper d'elles, pour les aider. Voilà. Et donc là, on va un peu voir justement les deux. C'est à la fois génial et à la fois énervant, parce que justement leurs 2 problèmes vont se confronter. Elle, justement, elle a tellement toujours été aidée qu'elle veut se démerder toute seule et qu'elle ne veut pas qu'on l'aide. Et lui, il a ce syndrome du sauveur. Donc on a les 2 traumas là qui s'affrontent l'un et l'autre, et c'est vrai que ça fait une relation que j'ai trouvée chouette. Bon, c'est rapide, c'est pas prise de tête. Ne vous attendez pas à des intrigues de ouf ou furieux. Hein. C'est vraiment pas des romances pour se prendre la tête, mais ça fait son taf. Et moi, je passe un hyper bon moment à chaque fois, que ce soit le tome 1, le tome 2 ou le tome 3. J'ai adoré mes lectures. Je dirais que j'ai peut-être préféré un petit peu le 1, parce que je trouve qu'il y avait plus d'humour. Le 2, pour moi, il y avait un peu trop de smut, même si j'aimais bien quand même. Et dans celui-ci aussi, il y en a du smut, mais je sais pas, ça passait peut-être un petit peu mieux, justement parce que je l'ai moins ressenti. Enfin, si, je l'ai ressenti évidemment, mais
Voilà, ça m'a moins choqué que dans le tome 2 où je trouvais que là, il y allait un peu, un peu plus fort. Donc voilà, j'ai énormément aimé, très bonne romance de Noël, ça fait le taf et voilà, je vous la recommande si vous ne l'avez pas lu pour l'année prochaine ou même si vous voulez, voilà, vous pouvez en lire toute l'année des romances de Noël. Mais c'est vrai que c'est de mon point de vue en termes de mood, je préfère lire des romances de Noël en décembre et en janvier que en lire en plein mois d'août. Je dis ça, mais l'année dernière, je crois que j'en ai lu au mois de juin aussi. Non, pas l'année dernière, pas en 2025, en 2024 peut-être. J'en ai lu énormément au mois de juin parce que justement, je voulais écrémer ma palle de romances de Noël pour pouvoir acheter celle d'après. Donc, cette fois-ci, cette année, on est bon normalement. Je n'en ai pas qui me reste. J'ai continué avec les romances de Noël. J'ai lu L'ingrédient secret pour un Noël parfait. On est sur une relation MM, comme vous pouvez le voir avec cette très belle couverture que j'adore, de Valentine Stergal. Enfin, pas la couverture, le roman. On est sur l'histoire de deux frères qui ont perdu leurs parents il y a déjà ça, 6 ans. Le frère aîné, du coup, a repris la pâtisserie de ses parents, mais il croule sous les factures. Et c'est un peu lui aussi qui subvient du coup aux besoins de son foyer. Son frère est aux études et lui s'occupe de la pâtisserie. On est très clairement sur un gros grumpy, le frère aîné. Et le plus jeune frère a un meilleur ami qui est à l'inverse un sunshine au possible, qui est TikToker et du coup voilà, qui est influenceur. Et les deux meilleurs amis, là, le petit frère et le meilleur ami, vont décider que bon, c'est bon, ça fait 6 ans qu'ils sont en deuil maintenant, va peut-être falloir justement passer à autre chose et redonner le goût de la fête de Noël au frère aîné. Et donc c'est ce qui va se passer par plein de concours de circonstances. Le meilleur ami va aider le frère aîné qu'ils le détestent parce que justement, comme ils ont des caractères totalement opposés, quand ils sont dans la même pièce, ils n'arrêtent pas de s'envoyer des pics. Mais on va vite découvrir le pourquoi du comment et que le meilleur ami, en fait, il est en crush sur l'aîné de son meilleur pote depuis qu'il est tout petit, mais il peut pas trop le dire parce que c'est dans sa grade du boudin. Bref, c'est hyper chouette justement et j'ai bien aimé parce qu'on parle de pas mal de choses aussi, justement, on parle de deuil, de la culpabilité. Et puis de ce qu'on croit aussi sur les autres, puisque justement le frère aîné il pense que le meilleur ami de son frère c'est un gamin écervelé, superficiel et tout, TikToker, nanani nanana, alors qu'au final il se rend compte que non, il a monté sa propre entreprise, il a plus de 100 millions d'abonnés, les messages qu'il véhicule sur les réseaux sont très importants justement, et que lui-même il a ses propres traumas et qu'il met en exergue justement pour aider d'autres personnes à en parler et tout, donc franchement, j'ai bien aimé les messages qui sont passés. Au niveau de l'alchimie entre les deux personnages, je vous avoue que j'ai eu un petit peu plus de mal. J'avais lu, je crois, 400 chapitres d'abord, que j'ai laissé ce tome-là pendant peut-être bien une semaine ou deux. J'avais commencé en décembre et je l'avais laissé en mode, je sais pas, j'arrive pas à me mettre dedans. Et là, quand je l'ai recommencé le 2, non le 1er janvier, eh ben, je l'ai quasiment lu d'une traite, je crois. J'ai dû lire une centaine de pages d'un coup et le lendemain, j'ai lu le reste. Ça allait beaucoup mieux. Mais je sais pas. Il m'a manqué J'ai bien aimé ma lecture, hein, j'ai adoré, nanani nanana. Les pics qui s'envoient l'un et l'autre, c'est assez chouette. Mais il m'a manqué un petit truc. Voilà, je trouve... Je sais pas, je saurais pas vous dire quoi. Mais peut-être parce que dans la romance que j'avais lue de Valentine Stergan, l'autre romance de Noël, il y avait pas mal de punchline, d'humour et tout, et qui fait que ben justement ça m'avait fait ressentir plus de choses. Alors que là, pourtant il y avait du deuil aussi dans l'autre. D'ailleurs, c'est un thème que je me trouve qui est récurrent. Là, je trouve qu'il y avait peut-être pas un peu moins d'humour et tout, et donc du coup, je le sentais un petit peu plus lourd celui-là. Donc peut-être que c'est pour ça que ça m'a moins emballé que le précédent que j'ai lu d'elle. J'ai continué sur ma lancée. Donc là, on a eu le 2 et le 3 janvier. Non, même pas. Je crois que celui-là, j'ai fini le 2, l'ingrédient Noël. Et le 3, j'ai continué sur ça. Le 2, j'ai continué sur ça. Et je l'ai bien fini le 3. Donc, mariage et sortilège. On est sur le tome 3. Le premier, c'était Mon ex et autres malédictions. Le tome 2, Un baiser maudit. Et donc là, le tome 3, mariage et sortilège. Et donc, ce qui fait que j'ai fini une saga dès le début du mois de janvier. Est-ce qu'on n'est pas en mode clap clap? Si, clap clap. On est sur une histoire dans notre monde, on est un peu sur du fantastique, puisqu'en fait il existe des sorciers et des sorcières. Dans le premier tome, on va suivre deux cousines qui vont lancer une malédiction suite à la rupture d'une des deux cousines. Voilà, elles vont boire beaucoup trop de vodka et elles vont lancer une malédiction sur son ex. Quand son ex va revenir 10 ans plus tard, du coup, la malédiction va avoir lieu et elle va devoir l'aider à enlever la malédiction qu'elle a mise sur lui, du coup. Donc, on suit ça dans le premier. Dans le, on suit la deuxième cousine, du coup, qui va se retrouver avec le second frère du protagoniste du 1, puisque ce sont une fratrie de trois messieurs.
puisque ce qui s'est passé avec son frère dans le tome 1 se passe, et donc du coup c'est au deuxième frère de venir dans cette ville pour aider à faire ce qu'il doit faire. Et du coup, dans ce tome 3, on a le troisième frère qui, lui, le loup-garou, justement, le grumpy de la fratrie, qui est toujours en haut de ces montagnes et qu'on ne voit jamais, qui a une grande carrure, des longs cheveux et une grosse barbe, donc vraiment le cliché, hein. Et voilà, on va avoir justement cet homme-là qui est justement toujours en solitaire, puisqu'il s'est passé un drame dans sa vie, son meilleur ami est mort, et il n'est pas réellement mort, puisqu'il est devenu fantôme, et donc il cherche justement un moyen de soit faire en sorte que son meilleur ami soit mort, qu'il soit plus un fantôme, soit faire en sorte que son meilleur ami revienne. Et donc, du coup, ben, voilà, on va le suivre, lui, dans ses péripéties, pour découvrir comment faire. Et sauf que son meilleur ami va débarquer et va lui dire, écoute, mon ex-fiancé va se marier et j'aimerais que tu ailles à ce mariage, ben, pour faire office de présence, en fait, pour que quelqu'un qui m'est connu soit avec elle ce jour-là. Et lui va engager une femme pour aider à retrouver des artefacts, pour l'aider justement à faire le sortilège qui pourrait aider son meilleur ami. Sauf que cette femme et lui, très rapidement, en fait, c'est un peu une mercenaire, elle, voilà. Il y a une alchimie entre eux assez palpable, sauf que elle, une de ses premières règles, c'est justement ne pas mélanger business et fesses, très clairement. Sauf que l'alchimie, dès le départ, est être entre deux, et quand, à cause justement d'une de ses missions, elle va se retrouver, elle aussi, dans ce mariage de l'ex-fiancé du meilleur ami du protagoniste, eh bien, les choses magiques vont faire qu'ils vont retourner dans le temps et ils vont débarquer au même endroit, mais il y a une cinquantaine d'années, pendant le mariage justement des grands-parents du mec. Donc si ses grands-parents, parce que là c'est l'animation et tout, elle n'est pas contente après son grand-père, elle veut plus se marier avec lui, mais si ses grands-parents ne se marient pas, son père ne naîtra pas, et donc lui non plus. Donc voilà, on est sur ce genre d'un truc, faire en sorte que, eh bien, les grands-parents se mettent ensemble et résoudre justement aussi tous les petits à côté. J'ai énormément aimé cette lecture, même si je vous avoue que justement tout ce que je vous l'ai dit là est dans le résumé, et ça arrive à bien un tiers en fait. Le temps que tout ce que je vous ai dit l'arrivée au mariage de ses grands-parents, on est déjà facilement un bon tiers, voire une bonne moitié. Le temps, les choses se remisent en place et tout assez. Après, moi, c'est vrai que j'ai lu un baiser de Molly il n'y a pas longtemps, donc c'est vrai que j'avais déjà beaucoup les choses en place. Mais voilà, j'ai trouvé ça un petit peu long à se mettre en place, mais une fois que c'est mis, ça roule, ça coule de source. Et par contre, on n'est vraiment pas sur des intrigues. Voilà, il n'y a pas de gros cliffhanger, il n'y a pas de grosses révélations. On est vraiment sur une lecture pas prise de tête. Certains ont dit que c'était la lecture qu'ils ont le moins aimée. Je peux le comprendre. Parce que, à l'inverse des deux autres tomes, on est vraiment sur des enemies to lovers. Voilà. On est sur des gens qui peuvent pas se piffrer la base et qui. Enfin, non. On est plutôt sur une seconde chaise dans le premier, même s'ils peuvent pas se piffrer, donc on est sur une seconde chaîne puis enemy to lover. Alors que dans le deuxième, on est vraiment sur un enemy to lover. Puisqu'ils sont concurrents, en fait. Ils ont le même business à la rue l'un en face de l'autre. Donc voilà, ça fait un peu problématique. Alors que là, on est plus sur boss employé, collègue, voire. Mais du coup, oui, il y a moins. Et moi, enfin, si, il y a une tension entre les deux, mais il y a moins de punchline, il y a moins de piques et tout, même s'il y en a quelques-unes, parce qu'elle se fout tout le temps de sa gueule, justement, vu que c'est le grumpy, le loup-garou de la bande. Mais voilà, mais j'ai bien apprécié, et j'ai fini cette saga, et j'en suis très contente. Voilà, c'est une lecture, c'est une romance de Noël, donc pour ce que ça vaut, c'est très chouette. C'est pas non plus la lecture de l'année, on va pas se mentir. J'ai aussi lu sur ma liseuse, du coup, jusqu'à Noël. Alors, je vais vous montrer vite fait là, mais je pense que je vous mettrai l'illustration, ça sera peut-être plus simple. De Erika Boyer, que j'ai reçu en service presse. On est sur une romance de Noël MM entre Eiji, un gars qui est passionné par la mode et qui va devoir faire justement un concours. Voilà, il va devoir faire 3 tenues pour Noël, enfin pas pour Noël, mais le concours a lieu à Noël. Et il a du coup une sœur jumelle qui est insupportable, Eri. Il a un meilleur ami, Thomas, qui est le cliché du gars calme, posé, voilà, un peu, qui est facteur, un peu le daron de la bande. Et il a son meilleur ami, pour le coup, qui lui s'appelle Klaus, voilà, pardon. Qui est son meilleur ami depuis tout petit, qui vivent l'un en face de l'autre. Sauf qu'il y a 3 ans, il a déclaré ses sentiments à Klaus en lui disant qu'il était amoureux de lui. Et son meilleur ami lui a dit, écoute, non, en fait, moi je te considère comme un petit frère et il se passera rien entre nous. Sauf que du coup, ça fait 3 ans que Eiji fait comme si... voilà,
il essaye de faire comme s'il avait oublié ses sentiments, sauf que c'est pas le cas. Et donc, à chaque fois, c'est assez compliqué, les relations entre eux, parce que, enfin, c'est pas compliqué justement, c'est que AJ se laisse marcher dessus, en fait. L'autre se comporte comme s'ils étaient ensemble sans être ensemble. Je sais pas comment l'expliquer, mais pour moi, cette relation est un petit peu bizarre parce que donc Eddie a un petit côté jaloux, forcément, puisqu'il est amoureux de lui. Et l'autre abuse du fait qu'il ait des sentiments pour lui. Ah, je sais pas comment expliquer ça, mais j'avoue que cette relation m'a un peu mis mal à l'aise parce que j'étais tellement avec Eddie et j'en avais tellement marre du comportement de Klaus qui est pour moi irrespectueux que j'avais un peu du mal avec cette romance en fait. Parce que même à la fin, quand ils sont ensemble, je suis pas contente en fait. Voilà, c'est ça mon problème, c'est que vu qu'il y a un des deux personnages que je ne peux pas voir, qui pour moi est un gros red flag ambulant, ben j'étais pas contente à la fin qu'ils soient ensemble. Même si je suis contente pour Eiji, parce que bon, ça se finit bien pour lui finalement, il est avec le mec qu'il aime. Mais non je n'adhère pas au personnage de Klaus. Mais alors, mais pas du tout, du tout. Donc voilà, c'est un peu problématique. On a les deux points de vue. Donc c'est chouette parce que, enfin, c'est chouette. Ça explique certains des comportements de Klaus. Mais même quand je suis dans sa tête, j'ai envie de lui foutre des baffes. Mais alors, d'une manière, c'est pas possible. Voilà, je... Alors d'un côté, j'ai bien aimé ma lecture parce que j'ai bien aimé plein des personnages. J'ai adoré le personnage de Thomas, j'ai adoré le personnage de Eiji. Euh, bon, par contre, beaucoup de miscommunication. Donc, ça aurait été plus vite résolu si, évidemment, ils avaient parlé, les gens. Visiblement, voilà. Eri, qui est la sœur jumelle d'Eiji, est insupportable, mais en même temps, si elle n'était pas là, je pense pas que les choses se seraient débloquées aussi vite. Donc voilà, d'un côté, ce personnage m'exaspère, mais d'un autre, je suis en mode heureusement que t'es là, toi, parce que sinon, on y serait toujours pas rendu, quoi. Donc voilà, je l'ai reçu en SP justement parce qu'on faisait, je fais partie du Book Squad du portail d'auto-édition, un compte sur Insta, voilà. Et donc du coup, on avait une lecture possible, voire plusieurs, même bon, on a dit une au minimum, plus si on arrive à faire justement les lectures en temps et en heure. Donc voilà, j'ai fait cette lecture et j'étais un peu en mode ok, mais pas ok. Comme je vous ai dit, vous, pour un peu, ce serait justement des relations un peu tortueuses que vous aimeriez bien. Donc, si vous aimez ça, allez-y, foncez. On est sur un personnage justement qui n'est pas green flag, qui est un peu morally grey, qui veut des choses, mais qui en même temps, d'un autre côté, enfin, c'est pas morally grey le terme, mais pour Klaus, en tout cas, hein, voilà, on est, je vais vous dire par exemple, sur un personnage qui fait plein de petits boulots, qui d'un côté va aller déneiger chez des gens pour récupérer l'argent, qui va aider à faire des déménagements et tout. Donc on est quand même sur un gars qui est volontaire, mais il a une espèce de nonchalance, ce je m'en foutisme qui m'agace beaucoup parce que justement, à un moment dans une des conversations, il y a une des voisines qui potentiellement voudrait coucher avec lui pour de l'argent et il est pas contre. Et justement, il nous dit cette relation au sexe, je vois pas pourquoi ça dérange les gens. Alors, je reformule, hein, ça ne me dérange pas. Hein, chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Mais en fait, c'est la répercussion que ça a sur son entourage qui me dérange. Si ton entourage, on va dire, n'en souffre pas, voilà. Et encore dans le sens n'en souffre pas, ça veut dire que ça vraiment n'en souffre pas, hein, pas ils sont pas contents parce que tu fais ça. Là, il a son meilleur ami en face de lui, Eiji, qui lui a dit il y a 3 ans qu'il était amoureux de lui et qu'ils se comportent tous les deux comme s'ils étaient en couple. Très clairement, hein, le gars, il débarque chez lui sans sonner, il rentre chez lui, il se fout à poil et il va dans son lit. Et il se colle à lui en mode cuillère, les gars. Il t'a avoué ses sentiments il y a 3 ans et depuis, tu te comportes comme ça. Enfin, là, je vous dis il y a 3 ans au moment de l'histoire, mais il se comporte comme ça depuis 3 ans. Vous voyez, il y en a un qui, Eiji est en train de faire la vaisselle, l'autre, il passe derrière dans ses mains et il lui fait un câlin par derrière. Qui fait ça? Qui fait ça? Non, je suis désolée. Et toi, tu crois qu'il a oublié ses sentiments? Mais comment tu veux qu'il oublie ses sentiments envers toi si tu te comportes comme ça? Non, justement, vous voyez, j'étais pas contente avec Klaus parce que quand il est dans sa tête, justement, à ce moment-là, quand il parle du fait de s'envoyer en l'air pour de l'argent et tout, mais en face de lui, il a Eiji. Eiji, avec qui il se comporte comme s'il était en couple, même s'il a très clairement dit qu'il n'avait pas de sentiment pour lui, que c'était juste son petit frère, et qui pourtant, excusez-moi, mais on se comporte pas comme ça. Enfin, je sais pas vous, mais moi je me comporte pas comme ça avec ma sœur, donc je
je sais pas en fait, je n'adhère pas à ce comportement hyper égoïste de faire souffrir une personne en face de toi que tu es censé aimer. Parce que même si, à la rigueur, au début, il dit qu'il n'a pas de sentiments pour lui, et c'est totalement son droit, hein, tu as le droit de ne pas être amoureux de ton meilleur ami, encore heureux, mais c'est ton meilleur ami, et c'est quand même censé être une personne auquel tu tiens énormément, et que tu sais que tu vas le faire souffrir en disant ça. Que tu vas coucher avec quelqu'un d'autre, et que tu vas coucher avec quelqu'un d'autre pour de l'argent. Je sais pas, moi le comportement de Klaus pour moi est toxique et du coup ouais j'avoue que ça l'a pas fait. J'ai adoré Eddie, j'étais en souffrance avec lui énormément, mais pas Klaus. Hein. Klaus j'avais juste envie de le frapper. Donc voilà, encore une fois, c'est pas du tout une mauvaise lecture, hein. C'est juste que moi la mentalité de ce personnage ne me convient pas. Et ça c'est encore une fois c'est propre à moi. Et sinon Mathilde va être très contente, une de mes amies qui a lu tous les Keleana je crois au mois de décembre, au mois de janvier elle doit être rendue au tome 7 en train de le finir. Parce que je me suis aussi remise à Keleana, donc j'ai fini du coup le tome 3, je l'avais avancé un petit peu avec Dambourg, je crois que j'en avais lu une vingtaine de chapitres, et bien là ça y est, je l'ai fini, donc voilà, Keleana, le trône de glace, le tome 3, donc moi j'ai lu le 0, enfin j'ai lu le 1, le 2, le 0, et là j'ai lu le 3. On est sur une jeune femme qui fait partie... c'est pas vraiment un spoil, hein, mais qui va faire partie de ce qu'on appelle les Fae, et elle était héritière d'un royaume qui s'est fait envahir tout simplement par un méchant monsieur, un méchant roi, et du coup tout son peuple a été décimé, et elle a été, elle a réussi à s'échapper malgré l'assassinat de ses parents, et elle a été recueillie par une guilde d'assassineurs, et du coup elle va être élevée comme une assassineuse. Donc elle va devenir la plus grande assassineuse, je sais plus c'est quoi le nom d'Arlène, ou de voilà, bref, parce que elle va être maître dans ses arts, jusqu'au jour où quelque chose va mal se passer pour elle, et son mentor va pas être content d'après elle, et donc du coup va la vendre aux mines de sel, ou de fer, je sais plus, enfin bref, un truc d'esclavage, et donc elle va être envoyée là-bas en tant qu'esclave. Normalement, personne n'y subit plus d'un mois ou deux, et elle va réussir à y survivre plus d'un an, jusqu'au jour où justement le prince du roi actuel décide de faire concourir Keleana pour le titre de nouveau champion du roi. Donc il va lui dire, je te libère de ton esclavage, de tes mines de sel, et tu viens concourir pour moi pour devenir le futur champion du roi qui a tué sa famille. Donc voilà, vous voyez, on a pas mal d'intrigues. Donc voilà, c'est un... Et après on va suivre justement comment Keleana va devenir la champion, et puis va devenir ce qu'elle va devenir au fil des tomes. On est sur une romantaisie, donc vous vous rendez bien compte. Là je suis au tome 4 sur 7 ou 8, je sais plus c'est quoi le... Je crois que c'est 8 parce qu'il y a un tandem là, le 5 et 6 qu'il faut lire en même temps, je sais plus trop quoi, bref, on s'en fout hello. Voilà, donc moi là j'en suis rendue à l'héritière de feu. Il s'est passé évidemment énormément de choses. Pour vous parler des personnages en général, Dorian à l'heure actuelle, j'ai énormément de peine pour lui. Cole, je ne peux plus me le voir en peinture, franchement. J'ai juste envie, c'est qu'il crève. Désolée de vous le dire comme ça, mais je veux juste qu'il crève, qu'il me laisse tranquille. J'en ne veux plus le voir. Je ne veux plus le voir. Rohan, je l'adore. Keleana, Keleana, c'est Keleana. Hein. Si vous aimez les univers de romantaisie, pour moi, justement, c'est ce que j'en parlais avec Mathilde. On est sur une fer. Voilà. On est sur une fer en puissance, et qui, petit à petit, justement, on est sur une quête initiative de cette fille qui va devenir celle qu'on attend, une héroïne badass qu'on attend d'elle, quoi. Au début, c'est compliqué, mais là, dans ce tome 3, justement, on est sur la bonne lancée, quoi. Là, on y arrive à la badass qu'on veut voir. Parce que, voilà, comme je vous ai dit, dans le tome 1, on est ce côté où c'est assez dur pour elle, puisque justement, elle sort de l'esclavage. Donc, on est quand même sur des gros traumas. Et puis, elle va devenir, du coup, enfin, va faire le concours pour devenir champion du roi. Dans le tome 0, du coup, on revient sur avant ce qui s'est passé, avant qu'elle devienne esclave. Et donc là, dans le tome 3, on se passe sur après ce qui s'est passé dans les intrigues du tome 2. Et donc, du coup, ce qui va en découler. Comment, justement, elle va apprendre à devenir qui elle est réellement et à maîtriser ses pouvoirs. Voilà, on essaye de pas trop spoiler, mais j'étais très pas contente à la fin du tome 3, à tel point que j'ai du coup enchaîné, j'ai commencé les 10 premiers chapitres du tome 4, parce que je suis d'ailleurs très vénère, parce que je ne veux pas avoir Cole, en fait. Et même là, je commence le 4, et je me tape des chapitres de Cole, je ne peux pas me le voir en peinture, vous voyez, là, c'est non. Je ne veux pas le voir, alors laissez-moi tranquille. Il faut que ça sorte. Voilà, je vous ai parlé du coup de toutes mes lectures que j'ai fait en fin d'année et en début d'année.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi vous avez lu certains des titres dont je vous ai parlé, n'hésitez pas, on peut en parler en commentaire. Ou alors si vous voulez aussi me dire tout simplement les lectures que vous avez fait en fin d'année 2025 ou alors celle avec laquelle vous avez commencé l'année 2026 aussi, ça pourrait être très chouette. Si vous ne savez pas quoi dire, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça aide énormément au référencement. Ou alors vous pouvez aussi laisser un petit commentaire avec un petit emoji. Là on part sur le début d'année 26 et sur pas mal de romances de Noël. Donc mettez des petits flocons ou des petits Pères Noël ou des petits sapins, c'est pas grave, même si on est en janvier. Évidemment, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément pour le référencement. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez un beau moment, que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.